Il se souvenait de la mort comme de l'odeur de quelque chose de familier dans un lieu inconnu. Quelque part là-bas, au-delà du voile des premiers mois de nourrisson, il y avait eu autre chose. Un autre monde, un autre corps, une autre vie longue, vécue jusqu'au bout, terminée calmement et sans aucune signification particulière. Un bureau, un écran, la pluie derrière la fenêtre, puis l'obscurité, puis ce monde. Il ne se souvenait pas de son ancien nom. Il ne se souvenait que de sa façon de penser. Cela se révéla plus important que tout le reste. On le nomma Cahir. Sa mère, une femme maigre aux mains rendues rugueuses par le travail dans les champs, et aux yeux qui autrefois, probablement, savaient de rire, prononça ce nom au-dessus de lui le premier jour et pleura. Pas de joie, simplement parce qu'une personne de plus était née dans ce monde, et que cette personne était destinée à vivre la même chose qu'elle avait vécue. Son père s'appelait Cerne, large d'épaules, silencieux avec cette fatigue particulière dans le corps qui ne s'accumule pas au fil des années, mais au fil des générations. Il travaillait dans les champs du comte Waldor, de l'aube au coucher du soleil, 6 jours sur 7. Le 7e jour était un jour de repos, mais même le jour de repos, il fallait réparer les outils, raccommoder le toit, se préparer pour la semaine suivante. Il y avait 2 sœurs, Lyra, 4 ans plus âgée que Cahir, calme et vive, avec une tresse de la couleur du miel sombre, et Seina, 2 ans plus âgée, avec les yeux de leur mère et l'habitude de serrer les mains en poing quand elle avait peur. Cahir les aimait toutes les deux, non pas comme une personne adulte se rappelle des sentiments, mais comme aime un enfant qui ne sait pas encore comment le nommer, mais le sait avec certitude. Le village s'appelait Grey. 47 familles, 2 puits, une forge, un champ jusqu'à l'horizon. Tout cela appartenait au comte Waldor, non pas au sens figuré, mais au sens le plus direct. Le champ, les maisons, les puits, la forge et les gens. Tout était la propriété du comte. Les gens comme une ligne séparée dans le registre des biens, entre le bétail et l'inventaire. Cahir comprit cela à 3 ans. Ce fut sa première découverte consciente dans ce monde. Il le comprit non pas à partir d'explications, mais à partir de l'observation. L'intendant du comte, un gros homme nommé Drogue, venait à Grey 1 fois par mois, à cheval dans de bons vêtements, avec 2 gardes. Il parlait toujours avec les pères de famille debout, tandis qu'eux se tenaient légèrement courbés. Il annonçait les chiffres. Combien de grains avaient été récoltés, combien il devait y en avoir. Si les chiffres ne correspondaient pas, les gardes trouvaient celui qui était coupable, ou celui qui s'était trouvé à proximité, ce qui revenait presque au même. Cahir regardait cela depuis le seuil de la maison, en se tenant à un poteau de bois, et réfléchissait. Un esprit adulte dans un corps d'enfant, c'était étrange et utile en même temps. Étrange parce que les émotions de l'enfant étaient réelles, et la peur était réelle, et la colère était réelle, non traitée, aiguë. Utile parce qu'il pouvait regarder ce qui se passait et voir non pas simplement une mauvaise personne fait du mal à de bonnes personnes, mais une structure, un système, un mécanisme qui maintient certains en bas et d'autres en haut. Le mécanisme fonctionnait sur plusieurs choses à la fois. La première, la force physique. Les nobles avaient des armes et de l'entraînement. Les esclaves n'avaient ni l'un ni l'autre. La deuxième, la loi. Tout ce qui arrivait aux esclaves était légal selon les lois du royaume. La troisième, la désunion. Chaque village vivait par lui-même, sans connaître les voisins, sans lien, sans rien en commun. Et la quatrième, la plus importante, l'absence d'espoir. Les gens avaient cessé de penser que cela pouvait être autrement. C'était le verrou le plus fiable de tous. Cahir regarda Drogue, qui s'éloignait à cheval sans se retourner, et pensa « Les verrous s'ouvrent de l'intérieur ». Sa mère mourut au printemps, quand Cahir avait 6 ans. Pas de maladie, de travail, simplement un jour elle ne se leva pas. Cerne la trouva le matin, déjà froide. Il ne pleura pas devant les enfants. Alla au champ et travailla toute la journée en silence, et le soir, quand il crut que tout le monde dormait, Cahir l'entendit à travers le mur mince. Après cela, quelque chose en Cerne se brisa, non pas brusquement, mais lentement, comme un arbre rongé de l'intérieur. Il continua à travailler, continua à nourrir les enfants, continua à exister. Mais cette dignité silencieuse qui avait été en lui auparavant s'en alla quelque part. Il devint plus petit. Cahir regarda cela et se souvint. Voilà ce que ce système fait aux gens. Il ne retire pas seulement la force, il retire le soi. Lyra prit la maison sur elle. À 10 ans, elle cuisinait, lavait, veillait sur Cahir et Seina,
avec ce sérieux qu'ont les enfants lorsque les circonstances les ont rendus adultes avant l'heure. Seina l'aidait. Kahir aussi, il était petit mais obstiné, et Lyra finit par arrêter de le chasser du travail. Cet été-là, il commença à apprendre à lire. Pas auprès d'un professeur, il n'y avait pas de professeur agréé. Il trouva au bord de la route un morceau de papier avec des lettres, une partie d'une annonce ou d'un ordre, jeté par un passant. Il demanda au forgeron Hort, un vieil homme qui savait lire, une rareté parmi les esclaves. Hort le regarda longtemps, puis demanda « Pourquoi en as-tu besoin ?» Kahir répondit honnêtement « Pour savoir ce qu'ils ne veulent pas que nous sachions. » Hort resta silencieux encore plus longtemps. Puis il commença à enseigner. Seina fut prise la première. L'intendant Drogue vint en automne avec un papier. Le comte Waldor transférait plusieurs familles à son jeune frère, qui avait reçu de nouvelles terres dans le nord. Dans la liste des biens transférés figurait Seina séparément, pas avec la famille. Drogue expliqua sans regarder Cerne que la fille était emmenée pour servir dans la maison comme domestique, que c'était une bonne place, qu'on y nourrissait et habillait. Cerne se tenait debout et se taisait avec l'expression d'une personne qui sait que n'importe quel mot ne fera qu'aggraver la situation. Kahir avait 8 ans. Il se tenait à côté de son père et regardait le garde de Drogue prendre Seina par la main et la conduire à la charrette. Seina ne cria pas. Elle se retourna vers Kahir avec l'expression dont il se souvint pour le reste de sa vie. « Pas la peur, une question. Pourquoi personne ne fait rien ?» La charrette partit. Lyra entra dans la maison et n'en sortit pas jusqu'au matin. Cerne s'assit sur le seuil et regarda le sol. Kahir resta sur la route et suivit la charrette du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la colline. Quelque chose en lui changea à ce moment-là. Cela ne se brisa pas comme chez son père. Cela durcit, comme du métal qui refroidit dans la bonne forme. Lyra fut prise 2 ans plus tard. Cette fois, un autre intendant, un autre papier, un autre compte. Lyra avait 14 ans, l'âge où les filles que des familles d'esclaves commençaient à être prises dans des maisons plus riches, aussi comme domestiques, aussi pour une bonne place. Kahir savait déjà ce que cela signifiait. Il le savait parce qu'il lisait. À l'âge de 10 ans, il savait lire assez bien pour parfois accéder à des documents que Drogue laissait sans attention. Il savait comment fonctionnait le système du service dans les maisons nobles. Il savait ce qui arrivait aux jeunes esclaves femmes dans ces maisons. Il savait qu'elles n'avaient le droit de dire non à rien. Lorsque la charrette avec Lyra partit, Kahir alla au puits, s'assit sur le bord et regarda longtemps dans l'eau. Puis il dit doucement, seulement pour lui-même, le premier vrai serment de sa vie, non pas un serment d'enfant, mais celui qui durcit avec le métal à l'intérieur et reste pour toujours. Je les trouverai. Toutes les deux. Et ceux qui ont fait cela, je les trouverai aussi. La 13e année. 3 ans passèrent. Kahir avait 13 ans. Il avait grandi, toujours pas grand, mais nerveux, avec cette force physique cachée qui apparaît chez les enfants qui travaillent depuis la petite enfance. Il travaillait dans le champ à côté de Cerne, qui à ce moment-là était devenu presque l'ombre de lui-même, silencieux, obéissant, fatigué jusqu'aux os. Il ne parlait presque pas. Kahir ne savait pas quoi dire à un père qui avait cessé de se battre. Cerne ne savait pas quoi dire à un fils dans les yeux duquel il voyait quelque chose d'effrayant. Non pas de la malveillance, mais une détermination froide et patiente qu'il ne savait pas nommer. En plus du travail dans le champ, Kahir faisait 3 choses. La première, il continuait à étudier. À ce moment-là, Hort lui avait appris à écrire, à compter, et lui avait donné le seul livre qu'il possédait, un vieux traité sur les routes commerciales du royaume. Kahir le relut 7 fois, le connaissait par cœur. Il en tira une carte du royaume, pas précise, mais suffisante pour comprendre où tout se trouvait. La deuxième, il observait. Les gardes, les itinéraires de l'intendant, la façon dont la vie d'un domaine noble était organisée à distance. Le domaine du comte Waldor était à 3 heures de marche de Grey. Une fois, Kahir s'y glissa la nuit simplement pour regarder. Il regarda, mémorisa. La troisième, il écoutait les gens. À Grey, au marché de la ville la plus proche où on les emmenait parfois, près du puits, le soir près du feu. Les gens parlaient. Pas de rébellion, ils ne parlaient jamais de cela, c'était un sujet mortellement dangereux. Mais ils parlaient de l'endroit où la vie était légèrement meilleure, où l'intendant était plus doux, où le comte n'était pas trop avide. À partir de ces conversations, Kahir recueillit une carte non pas des routes, mais des gens. Qui était mécontent de quoi? Qui était capable de quoi? Qui avait perdu quelque chose et ne l'avait pas oublié? Au milieu de l'automne de la 13e année de sa vie, des invités arrivèrent à Grey.
Ils étaient 7. Un jeune noble nommé Ray Stallorn, neveu du comte Waldor, un peu plus de 20 ans, avec ce genre de visage sur lequel l'oisiveté et la cruauté avaient réussi à laisser leurs premières traces plutôt que l'intelligence. 4 chevaliers de sa suite, non pas des combattants, mais ceux qui servent dans les cours pour l'apparence, bien habillés et pensant mal, et 2 serviteurs qui regardaient le sol et essayaient d'être invisibles. Ils arrivèrent après le coucher du soleil, bruyants, ivres, avec des torches. Ray Stallorn expliqua qu'il revenait d'une chasse, qu'il était fatigué, voulait un logement et du divertissement. Le village appartenait à son oncle, donc tout ce qui s'y trouvait lui appartenait aussi. Logique de noble. Cahir observait depuis l'obscurité derrière la maison où il s'était arrêté, sans se cacher, se tenant simplement dans l'ombre, parce que personne ne regardait les esclaves dans le noir. L'esprit analytique travaillait rapidement et froidement. 7, 4 vraiment armés, 2 serviteurs, pas une menace. Le noble lui-même tient une épée comme un outil, pas comme une arme. Ivre, cela réduit la réaction, mais augmente l'imprévisibilité. La première heure, ils burent. Ils réclamèrent de la nourriture, qui n'était pas disponible en quantité suffisante, se moquèrent de cela, jetèrent des os aux chiens. À la deuxième heure, le divertissement commença. Cahir ne décrirait cela en détail, ni alors ni plus tard. Il se souvenait des faits. 2 hommes furent battus simplement parce qu'ils étaient à proximité. Le vieux Hort, le forgeron, qui avait appris à Cahir à lire, l'un des chevaliers le frappa avec le pommeau d'une épée pour ne pas s'être incliné assez vite. Hort tomba et ne se releva pas. Puis les chevaliers commencèrent à entrer dans les maisons. Cerne se tenait sur le seuil de sa maison, avec l'expression d'une personne qui est déjà brisée et le sait, et dont la seule chose pour laquelle elle a encore assez de force est de rester debout et de ne pas tomber. L'un des chevaliers lui dit quelque chose et rit. Cerne ne répondit pas. Le chevalier perdit tout intérêt et alla vers la maison suivante. Des cris commencèrent quelques minutes plus tard. Cahir se tenait dans l'obscurité et sentit comment quelque chose en lui, cet endroit même où 3 ans plus tôt le métal avait d'abord durci, devint rouge incandescent, puis se calma. Non pas avec la froideur de l'indifférence, mais avec la froideur de la rage, qui comprenait que maintenant n'était pas le moment. Maintenant n'était pas le moment parce qu'il était seul, 13 ans, sans armes, et s'il sortait maintenant, il mourrait et rien ne changerait. Il ne sauverait personne. Il ajouterait seulement un corps de plus à ceux qui étaient déjà tombés. Maintenant n'était pas le moment. Ce fut la décision la plus difficile de sa vie. Il se retourna et alla dans le champ. Non pas en fuyant, en partant délibérément, en préservant quelque chose d'important qui pourrait être nécessaire plus tard. Derrière lui, ayant entendu son signal discret, 3 coups sur le poteau, 2 garçons voisins sortirent, qu'au cours des derniers mois, il avait inconsciemment gardé près de lui, sentant qu'ils étaient nécessaires. Ils s'allongèrent dans le champ derrière la colline et entendirent les sons venant du village. Les garçons tremblaient. Cahir ne tremblait pas. Il regarda le ciel nocturne et prononça le 2e serment, réel, celui qui formule tout d'un seul coup. Doucement, presque sans bruit, mais chaque mot clairement. Chaque noble, comte, baron, roi, chevalier, tous ceux qui gardent d'autres personnes comme du bétail et les tuent pour se divertir mourront. Pas demain, pas après-demain. Mais ils mourront, par mes mains ou par les mains de ceux que je formerai. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Je m'en fiche. Je commencerai et je ne m'arrêterai pas. Le ciel au-dessus de lui était sombre et indifférent. Cahir le regarda et pensa « Bien. Un ciel indifférent ne gêne pas le travail. » À l'aube, les invités étaient repartis. Cahir retourna au village à l'aube. Hort était mort. 2 hommes étaient vivants, mais estropiés. Plusieurs maisons étaient détruites. Les gens étaient assis près de leur maison ou se tenaient debout, regardant le sol, avec l'expression que Cahir avait déjà appris à lire et haïssait plus que tout. L'expression de gens qui acceptaient ce qui s'était passé comme la norme. Cerne se tenait près de sa maison. Quand Cahir s'approcha, il le regarda longtemps. « Tu es parti, dit Cerne, sans condamner, simplement en constatant. »« Oui, tu as bien fait. Je sais. » Cerne le regarda encore une seconde, puis doucement de sorte que seul Cahir puisse entendre. « Où iras-tu » Cahir regarda son père. Cerne savait. D'une certaine manière, malgré tout son brisement, il savait. « Je ne sais pas encore, mais pas en arrière. Prends le couteau. » Cerne fit un signe de tête vers la maison, derrière la poutre. « Je l'ai caché pendant 20 ans. Je ne savais pas pourquoi.
Maintenant je sais. Caïr entra dans la maison, trouva le couteau, court, mais en bon acier, avec un manche en bois. Il le prit, sortit. Cern se tenait là où il s'était tenu. « Tu ne viens pas ?» demanda Caïr. Une longue pause. « Je suis trop fatigué pour partir. » Pause. « Mais toi, va. Va vite et loin. Et ne regarde pas en arrière. Regarder en arrière est nuisible. » Ce fut la dernière chose que Cern lui dit. Caïr ne regarda pas en arrière. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que son père l'avait demandé. Caïr marcha vers l'est. Non pas parce que l'est était meilleur que l'ouest, mais simplement parce qu'à l'est, selon le traité commercial de Hort, se trouvait la frontière entre les terres du comte Waldor et les terres du baron Seth. Une frontière est toujours une faille, un endroit où le pouvoir de 2 maîtres se heurte et où les deux regardent légèrement dans des directions différentes. Dans les failles, il y a de l'espace pour manœuvrer. Il marcha pendant 3 jours. Le 2e jour, il trouva de la nourriture, ne vola pas, trouva une pomme tombée, plusieurs champignons, un ruisseau avec du poisson, qu'il attrapa à main nue en y passant 2 heures. 13 ans dans les champs donnaient une certaine compétence de survie. Le 3e jour, il les trouva. 3. Des femmes non, des filles, à peu près de son âge ou légèrement plus âgées. Elles se cachaient dans un ravin sous les racines d'un vieil arbre, enveloppées dans une seule cape pour toutes les 3. L'une était blessée, une coupure à l'épaule, déjà enflammée. Toutes 3 regardèrent de Caïr avec l'expression d'animaux acculés dans un coin, prêtes au pire, parce que le meilleur avait depuis longtemps cessé de sembler probable. « Je ne suis pas un ennemi, » dit Caïr. Il comprenait déjà alors que les mots sont importants et que les bons mots sont la première arme. « Je suis moi-même un fugitif. Depuis 3 jours, elles se turent. J'ai un couteau et je sais où aller. Vous non. Nous pouvons nous aider mutuellement ou nous séparer. Cela m'est égal. Mais si vous vous séparez, la fille avec l'épaule mourra dans 3 jours d'infection. » Silence. Puis celle qui était plus âgée et paraissait plus vive que les autres demanda « Où aller ?» Elle s'appelait Eira. Elle avait 15 ans, 2 ans de plus que Caïr, grande, aux cheveux noirs, avec cette précision particulière dans le regard qui apparaît chez les gens habitués à évaluer rapidement une situation. Elle venait du domaine du baron Seth, s'était enfuie 1 semaine plus tôt après avoir tué, oui, tué, pas essayé de tuer, mais tué un garde qui était venu à elle la nuit. Le couteau qu'elle avait pris était le sien. La blessée s'appelait Ney, petite, rousse, silencieuse, avec les mouvements d'une personne à qui l'on avait longtemps appris à ne pas être remarquée. Elle soignait les blessures mieux que tous, appris par hasard, en s'occupant des malades dans la maison où elle servait. La 3e, Vera, presque du même âge que Caïr, basanée, avec des ongles courts et cassés, et une habitude de serrer les poings qui lui rappelait Seina. Elle était presque toujours silencieuse, mais regardait d'une manière qui rendait clair. Derrière ce silence, il y avait un travail constant de la pensée. Caïr soigna l'épaule de Ney, lava la plaie avec de l'eau de rivière, fit un bandage avec un morceau de sa propre chemise. Puis ils s'assirent sous les racines de l'arbre et il leur dit exactement autant qu'il fallait pour prendre une décision. Où il allait, pourquoi, ce qu'il avait l'intention de faire. Pas un serment, un plan. Le premier, grossier, composé surtout de lacunes qu'il fallait combler. Mais une structure. Eira écouta sans interrompre, puis demanda « Penses-tu sérieusement que 3 enfants peuvent faire quelque chose contre tout le royaume ?» « Non, répondit Caïr. « 3, non, mais pas 3. Combien ? Autant qu'il en faudra. Je ne connais pas encore ce nombre. Comment les trouveras-tu ? Elles sont partout. Chaque domaine, chaque village, chaque maison où servent des esclaves femmes. Il n'est pas nécessaire de les trouver. Il faut être là où elles veulent déjà partir et donner une direction. » Eira le regarda longtemps. « Tu as 13 ans, dit-elle. « Oui, tu parles comme une personne qui en a 40. Est-ce un compliment ou une observation ? Une observation. Pause. Je viens avec toi. » Ney et Vera se regardèrent, puis toutes deux hochèrent la tête. Ils se déplacèrent à travers les terres frontalières où la juridiction d'un noble s'achevait et celle d'un autre commençait, dans des zones grises où personne ne surveillait particulièrement de près. Caïr apprenait en chemin. Il apprenait de chaque personne qu'il rencontrait, prudemment, discrètement, posant des questions de manière à paraître un enfant curieux, pas dangereux. Un vieux chasseur près de la forêt orientale lui apprit à poser des collets et à lire les traces. Un marchand fugitif qu'ils rencontrèrent près de la rivière et qu'ils aidèrent à réparer sa charrette
leur parla des routes commerciales et de la façon dont les nobles communiquent entre eux, par quels canaux, par quelles personnes. Une vieille guérisseuse qui vivait dans la forêt délibérément seule et délibérément plus loin de tous les domaines, apprit à Ney les bases du traitement des blessures et des poisons. Oui, des poisons aussi. Des gens les rejoignirent. Pas immédiatement, pas en foule, un par un, deux par deux, avec prudence. Des esclaves fugitifs, surtout des esclaves femmes, les hommes fuyaient moins souvent parce que les hommes étaient traqués plus activement et punis plus démonstrativement. Cahir ne les cherchait pas spécialement. Il se trouvait simplement au bon endroit, au bon moment, avec les bons mots. Il comprit tôt que les meilleurs mots ne sont pas au sujet de la vengeance ni de la révolution. Les meilleurs mots sont au sujet d'une prochaine tâche précise. Où aller la nuit? Où traverser la rivière? Comment obtenir de la nourriture? La vengeance était son objectif. Pour eux, le premier objectif était la survie. À la fin de la première année, ils étaient 9. Cahir était le plus jeune. Ils avaient besoin d'un nom. Pas le nom d'un groupe de fugitifs qui ferait d'eux simplement des fugitifs. Le nom d'une organisation. Parce que Cahir comprenait déjà. Il ne construisait pas un gang, pas une escouade de vengeurs. Il construisait un outil. Un outil doit avoir un nom dont les gens se souviendront et auquel ils voudront se joindre. Il y pensa pendant 3 jours tandis qu'il campait près d'un petit lac dans la forêt. La 3e nuit, il regarda la lune, incomplète, terne, cachée par les nuages, donnant peu de lumière. Mais elle était là, couvrant, presque invisible, et pourtant là, la lune couvrante. Voilà ce qu'ils étaient. Pas une torche brillante que tout le monde voit et éteint immédiatement. Pas des ténèbres qui ne font rien. Quelque chose entre les deux, assez sombre pour être invisible, assez lumineux pour qu'ils se voient eux-mêmes. Il dit cela à Eira. Elle resta silencieuse un moment, puis dit « Cela convient ». Vera hocha la tête. Ney dit qu'elle aimait cela, parce que la lune revient toujours même après la nuit la plus sombre. Ils devinrent la lune couvrante. À l'âge de 15 ans, Cahir comprit qu'un groupe spontané de fugitifs devait devenir autre chose. Ils étaient déjà 14. Presque toutes des femmes, cela arriva non intentionnellement. Simplement plus de femmes fuyaient, et les femmes étaient moins souvent recherchées avec des chiens, et les femmes suivaient plus volontiers une personne qui ne les regardait pas comme une chose. Des âges de 13 à 22 ans. Des expériences différentes, des compétences différentes, des histoires différentes, mais un point commun. Toutes avaient en perdu quelque chose qu'elles n'auraient pas dû perdre. Cahir était assis près du feu tard le soir et pensait à la structure. La structure, c'est la première chose qui distingue une organisation d'une foule. Une foule fait du bruit et se désagrège à la première pression sérieuse. Une organisation tient parce que chacun connaît sa place et sa tâche. Il les divisa selon leurs capacités, non pas selon son propre choix, mais selon le leur. Il demanda à chacune « Que sais-tu faire le mieux? Que veux-tu être capable de faire ?» Les réponses furent différentes. Eira était une combattante née, elle comprenait le mouvement, l'espace, l'instant. Cahir la nomma responsable de l'entraînement au combat, bien qu'elle n'en sût pas plus que les autres. Elle l'accepta comme une tâche et commença à réfléchir à la façon d'enseigner en l'absence d'un professeur, en devenant elle-même professeur. Ney devint responsable de la médecine et des poisons. En 1 an auprès de la guérisseuse, elle apprit plus que la plupart des gens n'apprennent en une vie et continua à apprendre de chaque source qu'elle rencontrait. Vera se révéla être une maîtresse de l'invisibilité. Elle savait marcher de façon à ne pas être remarquée, savait être dans une pièce et ne laisser aucune trace de sa présence. Cahir commença à lui enseigner la reconnaissance, non pas ce qu'il savait lui-même, mais ce qu'il considérait comme logique. Observation, mémoire, transmission d'informations sans écriture. Les autres reçurent des tâches selon leurs capacités, et Cahir prit pour lui-même la tâche la plus importante. Comprendre le système de l'ennemi assez profondément pour y trouver des fissures. Pas des fissures physiques dans les murs, des fissures dans la structure du pouvoir, là où l'argent coule dans la mauvaise direction, là où un comte en envie un autre, là où un chevalier est mécontent de son seigneur, là où la loi dit une chose et la pratique une autre. Ces fissures, c'est là que le vrai travail commence. C'était petit et important en même temps. Dans la ville de Bryn, au marché, Vera remarqua un marchand qui vendait des papiers, des documents. Parmi eux se trouvaient de faux permis de voyage, donnant le droit de se déplacer librement à travers 2 comtés. Ils coûtaient cher. Le marchand était prudent et ne vendait qu'à des personnes de confiance.
Kahir passa 2 semaines à comprendre qui étaient ces personnes de confiance, où le marchand vivait, quel était son itinéraire et s'il avait des faiblesses. La faiblesse était une dette envers un autre marchand, plus important. La dette était désagréable et urgente. Kahir vint voir le marchand non pas comme un client, mais comme une solution à un problème. Il n'avait pas d'argent. Il avait autre chose, l'information selon laquelle l'inspecteur des impôts du comte allait contrôler le marché dans les 10 prochains jours, et pour le marchand, avec ses marchandises illégales, cela serait très gênant. D'où un garçon de 13 ans, non, déjà de 15 ans, avait-il obtenu une telle information? Cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que l'information soit exacte. L'accord était simple, 6 permis de voyage en échange d'un avertissement. Le marchand réfléchit pendant 2 heures et accepta. L'information sur l'inspection, d'ailleurs, était aussi vraie. Kahir l'avait apprise d'un scribe du marché qui l'avait aidé dans une situation délicate 2 semaines plus tôt. Tout avait été construit à l'avance. 6 permis de voyage. 6 personnes de la lune couvrante reçurent la possibilité de se déplacer librement entre les comtés. Hera dit le soir, quand Kahir expliqua comment cela s'était passé, « Tu as utilisé une personne pour obtenir ce qu'il fallait d'une autre. » « Oui, et la première personne ne savait même pas qu'elle était utilisée. Non. Elle pensait avoir conclu une affaire profitable. Cela, elle chercha le mot. C'est froid. C'est efficace, répondit Kahir. Froid et efficace sont souvent la même chose. Quand on n'a pas la force de prendre directement, on prend avec son esprit. Ce n'est ni pire ni meilleur. C'est une autre arme. Hera le regarda. Tu as 15 ans, dit-elle encore. Tu l'as déjà dit. Je continuerai à le dire jusqu'à ce que cela cesse de me surprendre. Le vrai travail commença dans sa 16e année. La lune couvrante comptait 23 personnes, le noyau que Kahir connaissait personnellement et en qui il avait confiance. Autour du noyau se formait un réseau de personnes qui ne faisaient pas partie du groupe, mais leur devaient quelque chose. Une information, un abri, avoir été presque prise puis sauvée, ou simplement croire un jeune homme silencieux de 15 ans aux yeux d'adultes. Kahir développa ce qu'il appelait en privé la doctrine de l'invisibilité. La lune couvrante ne faisait pas la guerre aux nobles, n'attaquait pas les cortèges, ne brûlait pas les domaines, ne tuait pas les gardes. Cela aurait été une guerre qu'ils auraient perdue dès le tout premier mois. À la place, l'infiltration. Des personnes individuelles du groupe entraient dans les structures ennemies comme servantes, ouvriers, messagers. Pas toutes à la fois, une par une, avec prudence, avec une histoire de couverture et une préparation. Vera entra la première. Elle obtint un emploi de blanchisseuse dans la maison d'un petit baron de l'Est, sans se cacher ouvertement avec une fausse histoire sur une famille d'un village voisin. Elle y passa 3 mois. En 3 mois, elle apprit les itinéraires de voyage du baron, les noms de ses créanciers, le contenu de 2 lettres qu'il avait écrites à un comte voisin et le fait que son intendant volait du grain, non pas pour lui-même, mais pour le revendre à un marchand illégal de Brine. L'information sur l'intendant voleur se révéla être le premier véritable outil. Kahir l'utilisa non pas pour du chantage, le chantage laisse des traces et crée des ennemis. Il l'utilisa pour créer un allié. Par une chaîne d'intermédiaires, l'intendant reçut un avertissement discret. Son stratagème était connu. Mais il n'irait nulle part à condition que parfois, lorsque ce serait nécessaire, certaines personnes puissent comme passer la nuit dans l'entrepôt du baron sans questions inutiles. L'intendant réfléchit et accepta. Il n'avait pas le choix, mais il pensait qu'il y avait un choix. C'est important. La lune couvrante reçut son premier point d'appui à l'intérieur de la structure noble. À l'âge de 17 ans, il était une personne différente. Pas extérieurement, toujours petit, nerveux, avec un visage sur lequel la fatigue et la jeunesse existaient simultanément comme 2 couches incompatibles, mais intérieurement différents. Ce garçon qui était couché dans le champ derrière la colline et écoutait les sons venant du village était réel. Ce jeune homme, assis au-dessus d'une carte à la lumière d'une bougie et déplaçant des marqueurs, était aussi réel. Entre eux, 4 années qui en coûtaient 40. Il pensait à ses sœurs chaque jour, pas douloureusement, productivement. Il rassemblait des informations. Seina avait été transférée à la famille du frère du comte Waldor, qui s'était installé dans le nord. Cela avait été 4 ans plus tôt, Lyra chez un autre comte, plus à l'est. Il connaissait les directions. Pour l'instant, seulement les directions. Hera était assise à côté de lui et aiguisait un couteau. Elle faisait cela quand elle réfléchissait, mécaniquement, rythmiquement.
Tu ne parles jamais de la raison pour laquelle tu fais tout cela, dit-elle. Si, répondit Kair. Tu parles du système et du pouvoir, pas de tes sœurs. Les sœurs sont personnelles. Le personnel est inclus dans le travail. Non. Le personnel est la raison pour laquelle j'ai commencé. Le travail est ce qui est plus grand que le personnel. J'ai cessé de faire cela seulement pour mes sœurs il y a longtemps. Hera le regarda. Crois-tu qu'il est possible de changer tout cela? Vraiment? Pas tuer un comte, mais tout? Kair mit la carte de côté et la regarda. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Mais je sais autre chose avec certitude. Chaque personne que nous avons sortie est une personne qui n'est plus gardée comme du bétail. Chaque document que nous avons obtenu est une porte qui s'est ouverte. Chaque allié à l'intérieur de leur structure est une fissure. Pause. Les palais ne tombent pas d'un seul coup. Ils tombent à cause de 1000 fissures, lentement. Oui, lentement. Mais ils tombent. Hera hocha la tête, pas convaincue, mais avec l'expression d'une personne qui avait décidé de suivre cette route, quelle que soit la réponse. « Alors nous continuons, dit-elle. « Nous continuons, approuva Kair. Au-delà des murs de l'abri, c'était la nuit. La lune couvante, presque invisible, donnait peu de lumière, mais elle était là. Cela suffisait. Je continue les noms fantastiques, texte continu, environ 4000 mots, rétention maximale. L'hiver dans ces terres était froid et utile en même temps. Utile parce que les nobles voyageaient moins en hiver, vérifiaient moins souvent les domaines, et les routes entre les comtés se vidaient tellement qu'on pouvait se déplacer presque ouvertement si l'on ne faisait pas de choses stupides. Kair ne faisait pas de choses stupides, il en fit un principe. Le camp se tenait près de la rivière Sai, à 3 heures à pied du village le plus proche et à 4 du domaine le plus proche. Il choisit l'endroit personnellement, fermé sur 3 côtés par la forêt, avec de l'eau à proximité, avec 2 voies de fuite dans des directions différentes. C'était une règle, chaque emplacement de camp devait avoir 2 voies de fuite. Sans exception, ils étaient 27. Au cours du dernier semestre, 4 autres étaient venus, et encore surtout des femmes, encore des fugitives, encore avec ces histoires que Kair avait entendues assez de fois pour les connaître par cœur, mais qu'il n'écoutait jamais à moitié. Il écoutait pleinement chaque fois, pas par politesse, par nécessité. Dans chaque histoire, il y avait quelque chose de précis, le nom d'un intendant, l'itinéraire des gardes, la disposition des pièces dans un domaine, le caractère du maître. Tout cela entrait dans la mémoire. La mémoire de Kair était exceptionnelle. Pas magique, simplement il s'était habitué depuis l'enfance à se souvenir de ce que les autres considéraient comme insignifiant. C'était la première et la moins chère forme de pouvoir qu'il maîtrisa. Les soirs d'hiver, il enseignait. Cela devint un rituel après le dîner, près du feu, tandis que l'obscurité dehors rendait le monde petit et fermé. Il ne faisait pas de conférences, ne parlait pas depuis une tribune. Il posait des questions et écoutait les réponses, puis proposait de penser autrement. Parfois, il prenait un bâton et dessinait des schémas dans la neige, domaines, routes, postes de garde, et demandait « Si tu dois entrer sans être remarqué, où iras-tu? Si tu dois partir vite, que feras-tu en premier ?» Hera transforma l'entraînement physique en quelque chose de plus que ce que Kair avait attendu. Elle comprit tôt qu'elle n'avait ni le temps ni les ressources pour entraîner 27 personnes à se battre comme des chevaliers, et ce n'était pas nécessaire. Les chevaliers sont battus en combat ouvert. Le combat ouvert était contre-indiqué pour la lune couvrante. Et Hera inventa autre chose. Elle enseigna non pas comment gagner un combat, mais comment ne pas y entrer. Mouvement, vitesse, connaissance de son propre corps, comment tomber sans blessure, comment courir longtemps sans s'arrêter, comment se tenir de façon à ne pas être remarqué. Et comme course séparée, pour ceux qui le voulaient, un coup précis au bon endroit, qui termine tout. Pas un combat, mais un achèvement. Ney travaillait avec ce qu'elle avait, et à l'âge de 17 ans, elle avait plus de connaissances que beaucoup de guérisseurs certifiés dans les villes. Elle savait quelle plante tue lentement, rapidement, sans être remarquée. Elle savait soigner une blessure dans des conditions de terrain sans outils. Elle connaissait les réserves qu'il fallait toujours garder et pouvait les obtenir dans la forêt à n'importe quel moment de l'année. Elle ne parlait pas des poisons comme d'armes. Elle appelait cela la chimie des possibilités. Kair appréciait sa précision dans les mots. Vera n'était plus au camp à ce moment-là. La capitale du royaume s'appelait Valen, une grande ville selon les normes de ce monde, très grande, avec une population d'environ 100 000 personnes, avec un palais sur une colline,
avec des quartiers commerciaux, avec plusieurs marchés, avec ce mélange de richesse et de pauvreté qui existe dans toute grande ville, quand il n'y a rien entre les étages supérieurs et inférieurs de la société, sauf la distance. Vera entra à Valène 3 mois plus tôt avec un mandat falsifié, une histoire de couverture sur une veuve de marchand venue du Sud et les instructions de Cahir, obtenues non pas dans les livres, mais composées à partir de centaines de conversations, d'observations et de cette logique particulière qu'il avait développée en 4 ans. Regarde d'abord, parle plus tard, et ne te hâte jamais vers l'endroit où l'on t'appelle trop volontiers. Elle obtint un emploi dans une blanchisserie du quartier commercial. Les blanchisseuses entendent tout, elles sont dans les maisons, elles sont dans les cours, elles sont dans les couloirs où les gens parlent sans réfléchir, parce que les blanchisseuses sont des meubles. Vera était un bon meuble. En 3 mois, elle envoya à Hacker 5 messages par la chaîne d'intermédiaires qu'ils avaient mis 6 mois à construire. Chaque message était codé en langage commercial. Le prix de la laine a augmenté, signifiait mouvement de troupes, la récolte de grains est bonne, signifiait opération financière de la noblesse, et ainsi de suite. Le code était primitif et Cahir le compliquerait plus tard, mais pour l'instant il fonctionnait. Des 5 messages, Cahir tira ce qui suit. Le roi Torven, le 3e, était malade depuis déjà la 2e année. Gravement malade, pas encore mortellement, mais assez pour que le vrai pouvoir passe au Conseil des Seigneurs. Le Conseil était composé de 7 comtes et de 2 ducs. Une guerre silencieuse pour l'influence se déroulait entre eux, non pas avec des épées, mais avec de l'argent, des mariages et des trahisons. 3 des 7 comtes étaient endettés. L'un des 2 ducs, le duc Sorn, était intelligent, prudent et avait la réputation d'un homme qui savait attendre. C'était une carte, pas géographique, politique, et la carte politique était plus importante pour Cahir que n'importe quelle autre. Hera le trouva tard dans la soirée. Il était assis seul près du feu mourant, avec du papier sur le genou, transférant les données de Vera dans un système de symboles qu'il avait développé lui-même et dont il gardait une copie de secours dans sa tête. Elle s'assit à côté de lui sans prévenir, resta silencieuse pendant plusieurs minutes, puis dit « Un homme est venu me voir. » Cahir leva la tête. « Quel homme? Du passé. Je pensais qu'il était mort. » Pause. Il s'appelle Darn. Nous étions ensemble dans le domaine du baron Seth. Il a réussi à s'enfuir il y a 1 an. Il a suivi les rumeurs sur nous. Il a trouvé le camp. Je sais. Terra m'a dit qu'un homme inconnu était venu. Je voulais te parler plus tôt. Pourquoi n'as-tu pas parlé? Il voulait que tu viennes toi-même. Eira resta silencieuse un moment. Il veut se joindre à nous. Je vois 3 options, dit Caer d'un ton égal. Premièrement, il est ce qu'il semble être, un fugitif, avec une histoire qui correspond à la tienne et veut faire partie de quelque chose. Deuxièmement, il nous surveille pour le compte de quelqu'un d'autre et son apparition est soit une tentative d'infiltration, soit un appât. Troisièmement, il est sincère, mais il a déjà été retrouvé et est utilisé comme une balise involontaire. Hera ne répondit pas immédiatement. Tu le considères comme une menace. Je le considère comme une variable inconnue. Ce n'est pas la même chose. Cahir posa le papier de côté. Que penses-tu de lui? Je pense que je l'ai connu pendant 3 ans. Qu'il est une bonne personne. Les bonnes personnes peuvent être utilisées tout comme les mauvaises. Parfois plus facilement, parce qu'elles ne soupçonnent rien. Cahir. Il y avait dans sa voix quelque chose qu'il entendait rarement. Non pas de la colère, mais quelque chose de plus compliqué. Je comprends ta logique. J'accepte ta logique. Mais nous ne pouvons pas construire une organisation dans laquelle chaque nouvelle personne est d'abord une menace. Non, accepta-t-il. Mais chaque nouvelle personne est d'abord une question. Elle ne devient une menace que si la réponse à la question est mauvaise. Et comment obtiendras-tu la réponse à la question sur Darn? Je lui donnerai une fausse information. Un petit détail, une mauvaise date ou une mauvaise direction. Rien qui mette quelqu'un en danger. Juste quelque chose de faux. Et j'attendrai de voir si ce détail apparaît quelque part à l'extérieur. Hera regarda le feu. Fais-tu toujours cela avec les nouveaux? Avec ceux qui n'ont pas d'histoire fiable? Oui. L'as-tu fait avec moi? Pause. Non. Avec toi, j'ai vu la coupure sur ton épaule laissée par l'épée du garde que tu as tué avec son propre couteau. C'était une histoire. Hera sourit légèrement, pas joyeusement, mais honnêtement. Darn restera? Demanda-t-elle. Pendant 1 mois. Après cela, la décision sera basée sur les données. Cahir reprit le papier. Et Hera. S'il s'avère être ce qu'il semble être, je serai le premier à le dire.
Je sais, répondit-elle. En cela, tu es honnête. Le faux détail n'apparut nulle part. En un mois, Darn se révéla être ce qu'il semblait être. Un homme de 20 ans, ancien palefrenier du domaine du baron Seth, fort, silencieux, avec des compétences pratiques, chevaux, forges, réparations. Il ne posait pas de questions inutiles sur la structure du groupe et ne poussait pas vers le centre. Il travaillait simplement et travaillait bien. Cahir annonça la décision le soir, brièvement, sans explication sur le test. Il dit seulement « Darn reste ». Hera le regarda. Cahir hocha une fois la tête, à peine perceptiblement. Elle comprit. Darn devint le 28e. L'opération naquit de l'information que Vera apporta. L'un des 3 comtes endettés, le comte Lane Maroc, devait envoyer un transport de grains à la capitale dans 2 mois. Pas simplement du grain, un paiement d'impôt destiné à la dette envers le trésor royal. Si le paiement n'arrivait pas, la dette passerait au duc Sorn, qui voulait depuis longtemps les terres de Maroc. Le comte Maroc le savait, et donc la garde du transport était sérieuse. Mais ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était autre chose. Des gens étaient transportés dans le même convoi. 12 personnes du domaine de Maroc qu'ils vendaient comme on vend du bétail, avec des documents et un prix, à un noble de la capitale qui achetait des travailleurs pour ses mines dans le nord. Le travail dans les mines signifiait la mort en 5 à 7 ans. Le comte Maroc le savait. L'acheteur le savait. Les documents ne le précisaient pas. Cahir l'apprit 3 semaines avant le départ du transport. Il resta seul avec cette information pendant 2 jours. Réfléchissant, pesant, attaquer le transport ouvertement signifiait se déclarer. La lune couvrante existait parce que presque personne ne savait à son sujet. C'était le principal avantage. Une attaque ouverte détruirait cet avantage. Ne pas attaquer signifiait permettre à 12 personnes de mourir dans les mines. Le 3e jour, il trouva une 3e voie. Hera écouta le plan en silence du début à la fin, sans interrompre. Quand il eut terminé, elle demanda seulement « Cela marchera ?» Si chacun fait sa part précisément, oui. Si quelqu'un fait une erreur dans les détails, non. Alors nous ne ferons pas d'erreur. L'opération était appelée simplement en interne. Transport. L'itinéraire du transport passait par la forêt de thym, 3 heures de route à travers une masse dense de conifères, où la route se rétrécissait en une seule voie et les gardes s'étiraient inévitablement en colonne. 1 semaine avant le départ, Darn parcourut personnellement la route à cheval, mémorisa chaque virage. Ney prépara des mélanges non létaux, apaisants, à base de racines fumantes, qui, lorsqu'on y mettait le feu, donnaient 22 minutes de brouillard lourd dans la tête. Vera, qui revint spécialement de la capitale pour cela, obtint des uniformes de garde routière, ne les vola pas, les acheta à un revendeur qui faisait commerce de vêtements usés. 4 membres de la lune couvrante se tinrent près de la route 1 heure avant le transport. En uniforme de garde, avec des documents sur une inspection de quarantaine, le papier avait l'air officiel. Cahir passa 3 jours à le rendre convaincant. Le transport s'arrêta. Le garde principal sortit pour parler. Pendant qu'il parlait, Ney, avec 2 assistantes, alluma 3 petits feux du côté sous le vent, à 100 mètres dans la forêt. La fumée alla dans la bonne direction. Après 7 minutes, les gardes commencèrent à se comporter étrangement. Ce n'était pas un arrêt instantané, c'était exactement ce que Cahir avait calculé correctement. Un effet instantané aurait été suspect. Une lente aggravation ressemblait à de la fatigue, à de la chaleur, à une maladie. Les gardes s'assirent, secouèrent la tête, plusieurs personnes s'appuyèrent contre les charrettes. Cahir sortit le dernier. Il s'approcha du garde principal qui était assis par terre avec l'air d'une personne soudainement vaincue par la somnolence et dit doucement et clairement « Les gens dans le wagon sortent d'eux-mêmes. Plus tard, vous direz qu'il y a eu une embuscade dans la forêt et que vous avez réussi à les effrayer. C'est mieux que d'expliquer au comte Maroc pourquoi vous vous êtes tous endormis sur la route. » Le garde principal le regarda avec des yeux troubles, puis hocha lentement la tête. Cahir ouvrit le wagon. 12 personnes, des hommes, des femmes, un garçon d'environ 12 ans, le regardèrent depuis l'obscurité. Attachés, avec l'expression de personnes qui avaient depuis longtemps cessé d'attendre quoi que ce soit de bon. « Vite !» dit Cahir. « Nous avons 23 minutes. » Ils sortirent, tous les 12. Hera les conduisit dans la forêt. Elle connaissait l'itinéraire par cœur. Cahir quitta la route le dernier, se retourna. Les gardes étaient assis ou couchés autour du transport arrêté, ne faisant rien. Le transport arriva à la capitale sans sa cargaison.
Le garde principal rapporta une embuscade par des inconnus dans la forêt de thym. Le comte Maroc provoqua un scandale. L'enquête ne donna rien. Des inconnus, pas de traces, pas de témoins. La lune couvrante gagna 12 personnes. Le garçon s'appelait Thème, 12 ans. Petit, brun, avec ses yeux rapides et attentifs que Kahir savait reconnaître. Les yeux d'une personne habituée depuis longtemps à penser vite parce que cela aidait à survivre. Thé resta silencieux les 2 premiers jours. Le 3e, il s'approcha lui-même de Kahir pendant qu'il était assis avec une carte et demanda sans préambule. « C'est toi qui commandes ?»« Oui. Es-tu le plus âgé ?»« Non. Je pense simplement plus vite que les autres. » Thé regarda la carte. « Je sais lire les cartes. » Kahir leva la tête. « D'où ?»« J'étais messager pour l'intendant du comte Maroc. Je livrais des lettres. J'ai vu beaucoup de cartes. Tu t'en souviens ?»« Certaines. » Kahir se poussa. « Assieds-toi. Montre ce dont tu te souviens. » Thé s'assit et commença à parler. Kahir écouta et après quelques minutes comprit. Le garçon se souvenait avec une précision surprenante. Pas photographiquement, mais avec cette mémoire particulière d'une personne qui voyait les cartes comme des taches, pas comme des images. Le soir venu, Tess devint partie du cercle intérieur. Non pas parce que Kahir avait le cœur tendre, mais parce que de telles personnes ne se rencontrent pas souvent. Et quand elles se rencontrent, leur place est là où elles sont le plus nécessaires. Vera apporta une information au début de l'été. Ce n'était pas ce qu'elle cherchait autre chose, suivant les flux financiers de l'un des marchands de la capitale. Mais en chemin, elle tomba sur un nom dans un document qu'elle n'aurait pas dû voir mais vit, parce que le document était ouvert sur le bureau pendant que le propriétaire du bureau était sorti, et Vera savait lire vite. Le nom était Lyra de Grey. Kahir était assis lorsque Vera lui en parla. Vera parla d'un ton égal, sans préparation. Elle savait qu'il préférait la transmission directe des informations sans emballage. Lyra de Grey était mentionnée dans le document comme faisant partie de la propriété d'un certain Deln Crow, un noble de rang moyen engagé dans le commerce d'articles de luxe, vivant dans la ville d'Ethan au nord de Valène. Pas un comte, pas un baron, simplement un homme riche avec des droits nobles et sans liens particuliers à la cour. Dans le document, Lyra était inscrite comme « domestique de haut rang », une formulation que Kahir comprit immédiatement. Son visage ne changea pas. Il ne se leva pas brusquement. Il resta assis et regarda Vera d'un air égal. « Date du document ?» demanda-t-il. « Il y a 1 mois et demi. Récent. Donc vivante. Donc vivante. Ethan, à quelle distance est ce de nous? 8 jours de voyage. J'ai vérifié sur la carte de Tay. Les gardes chez Deln Crow? Je ne sais pas exactement. C'est un marchand avec statut noble, pas un militaire. Probablement une petite garde, plus pour l'apparence que pour la protection. » Kahir resta longtemps silencieux. Hera était près de lui. Elle était toujours près de lui quand Vera faisait un rapport. C'était la règle. Elle ne dit rien. Elle était simplement là. « Ce n'est pas une opération de la lune couvrante », dit enfin Kahir. Les 2 femmes restèrent silencieuses. « C'est mon affaire personnelle. Je n'ai pas le droit d'utiliser les ressources du groupe pour des affaires personnelles. » Kahir, dit Hera doucement. « Non. » Il n'éleva pas la voix. « J'ai dit cela à tout le monde quand nous avons commencé. Le personnel reste personnel, le travail reste le travail. Si je brise cette règle pour moi-même, je la briserai pour tout le monde. » Pause. « J'irai seul. Tu n'iras pas seul, dit Hera. »« Hera, non, écoute-moi. » Elle parlait d'un ton égal, sans émotion inutile. C'était ainsi qu'elle savait dire les choses vraiment importantes. « Ta sœur est dans la maison d'un noble. Tu vas seul dans une ville inconnue avec des gardes inconnus pour une personne que tu n'as pas vue depuis 4 ans et dont tu ne sais rien à part un nom dans un document. Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une opération à haut risque menée sans préparation. Que dirais-tu toi-même à n'importe lequel d'entre nous si nous proposions un tel plan? » Une longue pause. « Que c'est un mauvais plan, exactement. » Elle le regarda. « Nous préparons cela correctement. » Comme n'importe quelle autre opération. Vera part en avance et observe. Thé fait une carte d'Ethan à partir de ce dont il se souvient. Nous faisons un plan. Et ensuite, nous y allons. Toi, moi et 2 autres. Kahir la regarda. Pourquoi est-ce important pour toi? Parce que le groupe a besoin de toi vivant et en ordre. Pause. Et parce que tu es la seule personne avec qui je vais n'importe où sans question inutile. Tu pourrais parfois faire la même chose. Kahir resta silencieux encore une seconde. 3 semaines de préparation, dit-il. 2, répondit Hera. 2 et demi. Bien. La ville était petite,
commerçante, soignée, avec cette autosatisfaction provinciale qu'ont les villes lorsqu'elles sont assez riches pour ne pas être dans le besoin, mais pas assez importantes pour compter dans la grande politique. Le quartier noble était dans la partie nord, la maison de Del Crow, 3e depuis le coin, 3 étages, avec un portail et un petit jardin. Vera y passa 5 jours avant leur arrivée. Son rapport était précis. 4 gardes, changeant par paire, patrouillent selon un horaire prévisible. Del Crow lui-même, un homme de plus de 50 ans, prudent, peu enclin à la violence, l'un de ces marchands qui évitent les conflits directs parce que les conflits gênent les affaires. 8 serviteurs, y compris Lyra. Vera vit Lyra une fois au marché avec un panier. Description. Grande, cheveux noirs, se tient droite. Visage, Vera resta silencieuse avant ce mot. Adulte. Trop adulte pour 21 ans. Caïr accepta cela comme une information. Il construisit l'opération non pas sur une intrusion, ni sur la force. Del Crow était un marchand, ce qui signifie qu'il parlait la langue de l'argent et du profit. Caïr passa 1 jour et demi à créer un personnage. Un marchand peu riche des provinces du Sud, cherchant des domestiques fiables pour sa femme, ayant entendu des recommandations au sujet des gens de Crow. Vêtements appropriés, ni pauvres ni riches, correctement usés. Discours ni esclave, ni noble, commercial. Caïr répéta cela avec Eira 15 fois. Eira attendait dehors avec Darn. Ney se tenait aux portes orientales de la ville avec les chevaux. Vera n'était nulle part et partout en même temps. Caïr entra dans la maison de Del Crow par l'entrée principale, comme doit entrer une personne avec une proposition commerciale. Del Crow le reçut dans un petit cabinet, homme sec, attentif, avec l'habitude d'évaluer rapidement un interlocuteur et de ne pas le cacher. Il écouta l'offre de Caïr d'acheter des serviteurs pour sa femme, bon prix, immédiatement sans intérêt particulier. Il avait beaucoup de telles offres. « Je n'ai actuellement personne à vendre, dit-il. Tout le monde est occupé. J'ai entendu parler d'une femme, dit Caïr d'un ton égal. Lyra. On me l'a précisément recommandée. Je peux offrir un bon prix. » Del Crow changea légèrement, à peine perceptiblement, mais Caïr savait voir de tels changements. Lyra n'est pas à vendre. Pause. Qui l'a recommandé? Un marchand de Valène, Lokaren. Il vous connaît. Lokaren existait, Vera avait vérifié, c'était un vrai marchand qui avait des liens d'affaires avec Crow 2 ans plus tôt. Assez longtemps auparavant pour que Crow ne se souvienne pas des détails, mais assez réel pour ne pas éveiller de soupçons. Crow resta silencieux un moment, puis dit de nouveau « Lyra n'est pas à vendre, mais j'ai d'autres personnes avec de bonnes compétences. » Caïr comprit que la voie directe était fermée. Il changea. « Je comprends. Alors, peut-être, permettez-moi de regarder les autres. » Crow fit un signe de tête à un serviteur. Le serviteur sortit. Caïr resta assis et attendit. 3 minutes. Puis la porte s'ouvrit et 2 personnes entrèrent, un vieil homme et une femme. Pas Lyra. Mais derrière leur dos, dans le couloir, pendant 1 seconde apparut une silhouette grande, cheveux noirs, un panier dans les mains. S'arrêta dans l'embrasure d'une pièce voisine. Regarda. Le visage de Caïr ne changea pas. Celui de Lyra ne changea pas non plus. Mais elle le reconnut. Il le vit dans la façon dont ses mains se figèrent sur le panier pendant 1 seconde, puis bougèrent de nouveau. Cette seconde suffit. Elle alla plus loin dans le couloir. Caïr passa encore 20 minutes avec Crow, fit semblant de considérer les personnes proposées, refusa poliment, arrangea de revenir dans 1 semaine avec une demande plus précise et partit. Dans la rue, Eira marchait à côté de lui, pas juste près de lui, à une distance de 2 personnes. « Je l'ai vue, » dit Caïr doucement. « Vivante ? Vivante. Pause, changée. 4 ans. Oui, comment la faisons-nous sortir? Pas par achat. Crow ne vendra pas. » Caïr réfléchissait en marchant. Mais il a une faiblesse. Les commerçants ont toujours une faiblesse dans l'argent ou la réputation. Vera la trouvera. Eira hocha la tête. Ils marchèrent dans les rues d'Ethan, passant ordinaire, sans particularité, et Caïr pensait à cette seconde dans le couloir, aux mains figées sur le panier. Lyra était vivante. Elle l'avait reconnue, et elle ne l'avait pas livrée à Crow bien qu'elle le pût, bien que cela lui aurait peut-être donné un avantage. Elle ne l'avait pas livrée. Donc elle avait attendu. Peut-être avait-elle toujours attendu. Caïr ne tenait pas de journaux, c'était une vulnérabilité, les écrits peuvent être trouvés. Mais parfois la nuit, quand tout le monde dormait, il formulait les choses à voix basse, presque sans bruit, pour lui-même. Cela l'aidait à penser précisément. Cette nuit-là, il dit « Lyra est vivante.
La direction de Seyna existe, le point non. La lune couvrante, 28 personnes, la première opération sans perte, le premier point d'appui dans la capitale. Le duc Sorn sait attendre. Le comte Maroc est endetté. Le roi est malade. Pause. J'ai 17 ans. C'est peu, mais c'est plus que rien, et chaque jour davantage. La nuit dehors était calme. La lune, couvante, incomplète, presque invisible dans les nuages. Cahir la regarda par la petite fenêtre de la chambre louée et pensa qu'il n'avait pas le droit de se hâter. La hâte tuait les gens, il l'avait vu assez de fois. Un mouvement lent, précis, patient. Voilà ce qui maintient la structure. Un pas, puis le deuxième, puis le troisième. Lyra sera la semaine prochaine, puis Seyna, puis plus loin. La lune couvrante brûlait lentement, sans fumée, sans lumière inutile. Exactement comme elle devait brûler. Je continue les noms fantastiques, texte continu, environ 4000 mots, rétention maximale. Vera trouva la faiblesse en 3 jours. Delncrow était un homme prudent dans les affaires, dans les mots, dans la réputation. C'est précisément pourquoi une chose lui était particulièrement douloureuse. 7 ans plus tôt, il avait acheté un lot de marchandises à un marchand des provinces orientales, sachant que les marchandises étaient volées. C'était une pratique courante dans les cercles commerciaux, mais officiellement c'était considéré comme un crime. Et si la bonne personne informait le bon noble, la réputation de Crow prendrait fin avec sa liberté. Le marchand qui lui avait vendu ses marchandises était mort depuis déjà 5 ans. Il ne restait aucun témoin sauf un vieux scribe qui tenait les livres de ce marchand et qui vivait maintenant une vie tranquille dans une ville à 2 jours d'Eton. Vera ne parla pas avec le scribe. Elle apprit simplement son existence et transmit à Cahir le nom et l'adresse. Cahir écrivit une lettre. Pas une menace, une proposition commerciale. Courte, propre, sans mots inutiles. L'essence. Certaines informations sur une affaire d'il y a 7 ans sont connues de certaines personnes. Ces personnes ne sont pas intéressées par la publicité et ne vont pas s'adresser aux autorités. Elles sont intéressées par une seule chose. Une femme nommée Lyra passe volontairement entre leurs mains, avec une libération complète de toutes les obligations envers Crow, avec le document correspondant. En échange, le silence pour toujours et la confirmation que le scribe est indisponible pour témoigner. Crow reçut la lettre le lendemain matin. La réponse arriva le soir. Une feuille, un mot, accepté. Cahir la relut 2 fois, puis dit à Lyra, « Demain matin ». Lyra sortit des portes de la maison de Crow à 9 h du matin. Seule, avec un petit baluchon, tout ce qui lui appartenait tenait dans un seul baluchon. Cahir le comprit immédiatement et s'en souvint comme d'un fait séparé. Elle marchait dans la rue d'un pas égal, sans se presser, avec l'air d'une personne habituée à ne pas montrer ce qu'elle pense. Cahir se tenait au coin, à 30 mètres. Elle le vit avant qu'il bouge. S'arrêta. Ils se regardèrent pendant plusieurs secondes, qui furent plus longues que plusieurs secondes. Puis Lyra s'approcha et se tint devant lui. Elle était plus grande que dans son souvenir, ou bien il se souvenait d'elle autrement. Le visage était le même et pas le même en même temps, les mêmes traits, mais une expression différente. Ce que Vera avait appelé trop adulte pour 21 ans. Cahir, dit-elle. Juste le nom, sans exclamation, sans larmes. Lyra. Pause. Tu as grandi, dit-elle. Toi aussi, je t'ai vu dans la maison. Il y a 3 jours, je sais, tu ne t'es pas trahi, toi non plus. Lyra le regarda encore une seconde, puis hocha la tête d'un seul mouvement, brièvement, comme une personne qui avait pris une décision intérieure. Où allons-nous? D'abord hors de la ville, ensuite je raconterai tout. Ils marchèrent de côte à côte dans la rue, des gens ordinaires, des passants du matin. Hera suivait 20 mètres derrière. Darn était aux portes orientales, né avec les chevaux à l'extérieur de la ville. Quand ils passèrent les portes et que la ville resta derrière eux, Lyra dit sans tourner la tête, « Tu es venu pour moi intentionnellement. Ce n'est pas un accident. » « Non, tu savais où j'étais. Je l'ai appris il y a 3 semaines. » « Comment ? » « J'ai des gens aux bons endroits. » Lyra resta silencieuse un moment. « Tu n'es pas simplement un fugitif, dit-elle. »« Non, qu'es-tu ? Cela prend longtemps à expliquer. Nous avons du temps pendant que nous marchons. » Il lui raconta pendant 3 heures de trajet autant qu'il ne racontait aux nouvelles personnes qu'après un mois de vérification. Parce que c'était Lyra et parce qu'il n'avait aucune justification logique pour retarder l'information. Seul l'instinct disait prudence. Et la raison disait « c'est ta sœur ». Il décida d'écouter la raison. Lyra écouta sans interrompre. Parfois, elle posait des questions courtes et précises, pas émotionnelles,
Analytique. Combien de personnes? D'où vient le financement? Comment transmettez-vous les informations? Cela le surprit, non pas le contenu des questions, mais leur nature. 4 ans dans la maison du marchand n'avaient pas seulement brisé quelque chose, ils avaient aussi créé quelque chose. « Tu sais lire les documents », dit-il. Pas une question. Crow m'emmenait aux réunions d'affaires pour écrire les choses. Il pensait qu'une femme esclave ne comprenait pas ce qu'elle écrivait. Pause. Il avait tort. Qu'as-tu compris? Assez pour savoir comment fonctionne le commerce entre nobles. Quels stratagèmes ils utilisent? Où va l'argent officiellement ou officieusement? Elle le regarda. En as-tu besoin? Énormément, dit Kair. La rencontre avec le groupe fut calme. Pas solennelle, la lune couvrante n'avait pas de tradition de célébration. Les gens regardèrent Lyra, elle les regarda. Eira la présenta brièvement. La sœur de Kair, spécialiste des documents, l'une des nôtres. Cela suffit. Né examina Lyra professionnellement, non par curiosité, par habitude de vérifier l'état de chaque nouvelle personne. Puis dit doucement à Kair, « Physiquement bien, mais il y a une tension chronique dans le dos et les épaules, qui s'accumule au fil des années. Pas dangereuse, cela parle simplement de la façon dont elle vivait. » La nuit, Kair et Lyra étaient assis près d'un petit feu séparé. « Seina, dit Lyra, la première chose qu'elle dit après un long silence. Il y a une direction. Pas de pointe exacte. Nous la trouverons. Est-elle vivante? Je ne sais pas. Aucune information dans un sens ni dans l'autre. Tant qu'il n'y a pas d'information, je suppose le meilleur et je cherche. » Lyra hocha la tête. Accepta cela comme un paramètre de travail, pas comme une consolation. « Père ?» demanda-t-elle. « Il est resté. L'a choisi lui-même. Il m'a donné le couteau et m'a dit de partir. » Long silence. « Il s'est brisé il y a longtemps, » dit Lyra doucement. « Quand mère est morte. »« Je l'ai vu. Moi aussi. Es-tu en colère contre lui ?»« Non. Je le comprends. Ce sont des choses différentes. » Lyra regarda le feu, puis dit lentement, comme une personne formulant quelque chose qui était resté longtemps assis à l'intérieur. « Pendant 4 ans, j'ai fait une chose. J'ai vécu et je me suis souvenu. Chaque conversation, chaque papier, chaque nom. Je ne savais pas pourquoi. Il me semblait simplement que c'était la seule chose que je pouvais faire sans me perdre complètement. » Kair la regarda. « Maintenant, tu sais pourquoi. Maintenant, je sais. » Le feu crépitait. La lune était couvante comme toujours, comme tout ce temps, comme elle le serait encore longtemps. Il s'appelait Ren Solas, un noble sans domaine. C'était un type particulier de personne dans ce royaume. Pas pauvre, pas riche, pas lié à la terre, pas dépendant d'un seul maître. Ren Solas travaillait pour ceux qui payaient davantage et faisait ce que les autres ne savaient pas faire ou ne voulaient pas faire. Trouver les gens qui ne voulaient pas être trouvés. Le comte Maroc l'engagea un mois après l'histoire avec le transport. Ren Solas avait 32 ans. Il était grand, maigre, avec cette apparence particulière dont on ne se souvient pas, non parce qu'elle est inexpressive, mais parce qu'il savait la rendre inexpressive. Il pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et en sortir 10 minutes plus tard de telle sorte que personne ne puisse décrire précisément son visage. C'était une compétence professionnelle développée au fil des années de travail. Il ne traquait pas les esclaves fugitifs, c'était bon marché et ennuyeux. Il traquait les gens qui construisaient quelque chose de dangereux pour le système. Il y avait eu 4 cas de ce genre au cours des 10 dernières années. Les 4, il les avait menés à leur fin. Le comte Maroc lui montra ce qu'il avait. Le témoignage du garde principal sur l'embuscade dans la forêt de Tain, une description de personnes en uniforme de garde, la composition chimique de la substance trouvée dans l'air près de la route, la dernière ayant été déterminée par un alchimiste invité, et c'était la première trace sérieuse. En plus de cela, des informations sur plusieurs autres disparitions d'esclaves fugitifs dans 2 comtés au cours de la dernière année. Trop net, trop organisé pour être accidentel. Ren Solas prit l'affaire et commença à penser. Il pensa pendant 3 jours, sans recueillir d'informations, simplement en pensant. C'était son système. D'abord comprendre la logique de l'adversaire à partir de ce qui était déjà connu, puis tester les hypothèses. Les gens laissent des traces non dans les actions, mais dans les schémas d'action. Un schéma parle de la pensée. La pensée parle d'une personne. Le schéma de la lune couvrante lui disait ce qui suit. L'organisation est petite, mobile, sans base fixe. Elle préfère les méthodes indirectes, chimie, documents, tromperie au lieu de la force. Cela signifie soit peu de personnes, soit une limitation délibérée de la violence.
La première opération était propre. Pas de mort, pas de traces inutiles. C'est de la discipline. La discipline signifie un chef avec une tête froide. Un chef avec une tête froide qui construit une telle structure n'est pas un fugitif ordinaire. C'est une personne qui pense systématiquement. Jeune à en juger par la vitesse de croissance de l'organisation, elle a une histoire courte, expérimentée non par l'éducation, mais par l'observation. Rain Solas nota, chef, probablement jeune, homme ou femme, avec un esprit analytique, avec des sources d'informations à l'intérieur des structures nobles. Ne les cherchez pas, cherchez leurs sources. C'était la bonne direction. Rain commença par le marchand de faux documents à Breen. Il le trouva en 2 jours, non par les canaux officiels, mais par un réseau de petits informateurs qu'il gardait dans plusieurs villes. À ce moment-là, le marchand avait depuis longtemps quitté Breen, mais une trace restait. Plusieurs personnes se souvenaient d'un jeune homme achetant des permis de voyage quelques années plus tôt. La description était vague, petit, cheveux noirs, parle pas comme un esclave, yeux adultes. Rain nota séparément la dernière description, puis l'histoire avec l'intendant du baron 7. Rain la trouva après un mois de travail. L'intendant s'était un jour enivré et avait laissé échapper à un serviteur quelque chose à propos d'un avertissement. Le serviteur le dit à sa femme. La femme a une amie. L'amie a une marchande du marché. La marchande ne cacha rien, elle bavardait simplement, sans comprendre le sens des mots. Rain écouta la marchande, lui paya une pièce de cuivre pour l'information et partit réfléchir. Le schéma devenait plus clair. L'organisation travaillait par la contrainte sans menace. L'avertissement à l'intendant avait été fait de telle sorte qu'il voulait lui-même coopérer. C'est subtil. Cela exige de comprendre la psychologie d'une personne précise. Quelqu'un dans ce groupe sait lire les gens rapidement et précisément. Une personne ou plusieurs. Rain penchait pour une seule. La logique était trop unifiée, le style trop cohérent. Un esprit, plusieurs exécutants. Il commença à se déplacer vers Ethan. Non pas parce qu'il avait une piste directe jusque-là, mais parce que le schéma des mouvements de l'organisation pointait vers le nord. Petits signes indirects, plusieurs esclaves femmes fugitives qui avaient disparu de domaine dans une direction nord-est au cours du dernier semestre. Une histoire sur des inconnus passant la nuit dans l'entrepôt d'un intendant. Une rumeur de marché sur des gens avec de faux documents dans les terres mal frontalières. Chaque détail séparé n'était rien. Ensemble, une direction. Rain Solas arriva à Ethan une semaine après que Kahir et Lyra eurent quitté la ville. Il vint voir Dalen Crow, non pas comme un enquêteur, mais comme un marchand intéressé par du personnel. Dalen Crow le reçut poliment et pas particulièrement volontiers. Ils parlèrent de prix, de commerce, de rien de précis. Rain regarda le cabinet, l'expression sur le visage du propriétaire, la façon dont il bougeait, et vit un homme à qui quelque chose était arrivé récemment. Pas une catastrophe, un désagrément. Quelque chose de forcé. J'ai entendu dire qu'une bonne travailleuse vous avait récemment quitté, dit Rain comme en passant. Crow se tendit légèrement. À peine perceptiblement, Rain aurait été un mauvais chasseur s'il ne l'avait pas remarqué. Différentes circonstances, répondit Crow d'un ton neutre. Je comprends. Cela arrive dans le commerce. Pause. Si ce n'est pas un secret, quelqu'un l'a-t-elle acheté? Je ne l'ai pas vendu, dit Crow. Un peu plus brusquement que nécessaire pour une réponse neutre. Libéré? Une pause? Un moment de trop. Les circonstances ont changé, répéta Crow et changea de sujet. Rain n'insista pas. Parla encore 22 minutes des prix de la laine, prit poliment congé et partit. Dans la rue, il s'arrêta près de la fontaine au centre de la place et pensa. Crow avait laissé partir la travailleuse, non de sa propre initiative et non pour de l'argent. Cela signifiait une pression. Pression sans violence, sinon il y aurait eu des rumeurs dans la ville. Pression par l'information, la seule option pour un petit groupe sans ressources. La travailleuse était nécessaire à quelqu'un de précis. Quelqu'un allait chercher une personne précise. Pas une libération par accident, une prise ciblée. C'est personnel. Rain Solas commença à chercher des informations sur la travailleuse de Crow. Qui elle était, d'où elle venait, comment elle était apparue dans sa maison. En 3 jours à Ethan, il trouva la piste. Une femme de Grey, domaine du comte Waldor, prise comme servante 4 ans plus tôt. Le comte Waldor, le comte Maroc. Des personnes différentes, des histoires différentes, mais toutes deux dans les terres orientales. Et l'organisation opère aussi principalement dans les terres orientales. Rain Solas nota, Grey, comte Waldor. Qui d'autre de ce village?
Le contact avec le duc Sorn se produisit non selon le plan de Cahir, pas selon le plan du tout. Vera travaillait dans la blanchisserie du quartier commercial depuis déjà 4 mois. Pendant ce temps, elle était devenue une partie invisible de l'espace, une blanchisseuse qui est toujours là, toujours silencieuse, toujours occupée à son propre travail. Les gens cessèrent de penser à elle comme à une personne capable de comprendre les conversations. Un jour, elle nettoyait dans le couloir d'un immeuble de rapport où l'un des petits fonctionnaires de la capitale louait des chambres. Dans la pièce d'en face, 2 personnes parlaient. La porte n'était pas bien fermée, elle la fermait mal depuis déjà une semaine, la charnière s'était desserrée et Vera pensait chaque fois qu'elle devait le dire au propriétaire. Chaque fois, elle oubliait. Aujourd'hui, elle était contente d'avoir oublié. Une voix appartenait au fonctionnaire. La seconde était inconnue, calme, prononçant clairement les mots. La conversation portait sur un groupe de fugitifs, sur le transport dans la forêt de thym, sur le fait que le comte Maroc avait engagé un chasseur, et sur ce que la seconde voix appelait un phénomène intéressant. Un groupe organisé avec des méthodes non standards, ce n'est pas une émeute, c'est une structure. Les structures vivent plus longtemps que les émeutes. « Ils les trouveront », dit le fonctionnaire. « Peut-être », répondit la seconde voix. « Et peut-être pas. Cela c'est bon, mais il cherche ce qu'il sait chercher. Si ce groupe fonctionne autrement que tous les précédents, il peut rater. Êtes-vous intéressé, Duc ? Pause. « Je m'intéresse à tout ce qui est inhabituel », répondit la seconde voix. « C'est mon principe. » Vera finit de laver le couloir et partit. Ses mains ne tremblaient pas. C'était le professionnalisme développé en plusieurs mois. Le soir, elle écrivit à Cahir un message en code. Cahir lut le message 2 fois. Puis le tendit à Lyra. Elle avait déjà compris le code en 2 semaines dans le camp. Il lui avait fallu 3 jours. « Le duc Sorn sait quelque chose sur nous, » dit Lyra. Calmement, comme un fait. Il sait quelque chose. Il ne sait pas qui ni où. Il nous a appelés inhabituels. Ce n'est pas un compliment ni une menace. C'est une évaluation. Il observe. As-tu plus peur de lui que du chasseur ? Cahir réfléchit une seconde. Le chasseur veut trouver et détruire. C'est compréhensible et on peut travailler avec cela. Ne pas laisser de traces. Le duc Sorn veut comprendre. C'est plus compliqué. Une personne qui t'a compris correctement est dangereuse d'une autre manière. Ou utile, dit Lyra. Cahir la regarda. Explique. Tu as dit, les fissures dans le système sont des alliés. Le duc Sorn n'aime pas 3 comtes du conseil. Il a un conflit d'intérêts avec le comte Maroc. Maroc lui doit des terres. Il nous observe avec intérêt. Ce n'est pas un ennemi par défaut. C'est un noble, une partie du système. Une partie du système qui veut remodeler le système en sa propre faveur. Ce sont des choses différentes. Lyra le regarda d'un air égal. Tu m'as toi-même expliqué la semaine dernière. Tous les nobles ne détestent pas les esclaves de la même manière. Certains s'en fichent simplement. Et certains voient l'ordre existant comme un obstacle à leurs objectifs. Cahir resta silencieux. « Tu as raison, dit-il enfin. Mais cela est loin devant. D'abord le chasseur. D'abord le chasseur, approuva Lyra. Mais garde le duc à l'esprit. Je le garde. » Reine arriva à Grail 10 jours après Étang. Le village n'avait presque pas changé au cours des années passées. Les mêmes maisons, les mêmes champs, les mêmes gens avec les mêmes visages. Il vint comme un petit fonctionnaire vérifiant les registres de propriété du comte Waldor. L'intendant Drogue le reçut avec cette obséquiosité que les petites gens montrent toujours devant ceux qu'ils considèrent légèrement au-dessus d'eux-mêmes. Reine étudia les registres. Trouva la famille de Cerne 3 enfants, 2 transférés, 1 resté. Demanda à parler avec Cerne. Cerne n'était plus l'homme que Cahir avait quitté 4 ans plus tôt. Il était devenu encore plus silencieux, encore plus petit. Assis en face de Reine, il regardait le sol. Reine savait parler avec de telles personnes. Ne pas presser, proposer. Il dit à Cerne qu'il cherchait des fugitifs de ces endroits et qu'il avait besoin d'informations sur son fils. Pas pour punir, simplement pour fermer le registre. Rien de grave. Cerne resta longtemps silencieux. Puis dit « Parti il y a 4 ans. N'a pas dit où. Comment le décrire ?»« Ordinaire, dit Cerne. Petit, cheveux noirs, pose, intelligent. Trop intelligent pour ces endroits. Trop intelligent comment ? Il regardait tout comme s'il résolvait un problème. Depuis l'enfance. Cerne leva la tête et regarda Reine pour la première fois pendant la conversation. « Vous ne le trouverez pas. Pourquoi pensez-vous cela ? Parce qu'il ne fait pas ce que vous savez chercher, dit Cerne doucement. Puis il baissa de nouveau la tête. Reine quitta Cerne et resta sur la route, pensant. Trop intelligent.
Regardait comme s'il résolvait un problème. Le père avait dit cela non pas en se plaignant, avec une autre intonation, avec ce qu'on aurait pu appeler de la fierté, si la personne qui le disait était encore capable de fierté. Il ne fait pas ce que vous savez chercher. Reine Solas enregistra dans sa mémoire. Cette personne sait comment pensent les chasseurs. Donc elle évite les schémas typiques. Donc il faut chercher de manière atypique. Il commença à penser à ce que cela signifiait de chercher de manière atypique. Il est à Grail, dit Eira. L'information fut apportée par l'une des personnes du réseau, un petit marchand que la lune couvrante avait autrefois aidé avec une dette. Il a parlé avec ton père. Caer était assis les yeux fermés. Qu'est-ce que père aurait pu dire? Rien de concret. Il ne sait rien de concret. Mais il a dit quelque chose. Probablement. Caer réfléchit. Cern l'avait vu 4 ans plus tôt. Il savait seulement comment il avait été à 13 ans. Description, petit, cheveux noirs. C'est la moitié de la population masculine de ce royaume. Mais le chasseur connaissait maintenant la direction. Est, domaine de Waldor, famille d'un esclave. Cela réduisait le cercle. Nous devons bouger, dit Caer. Nous bougeons toujours. Non, maintenant nous devons bouger différemment, nous séparer. Un groupe au nord, le deuxième à l'ouest, le troisième reste comme fausse piste. Il cherche un seul groupe, nous lui donnerons plusieurs directions. Eira réfléchit. Se séparer nous affaiblit. Pour 1 mois. Ensuite, nous nous retrouvons à un point connu seulement de 4 personnes. Le chasseur perdra la piste, il cherchera une organisation, mais trouvera des gens dispersés. Des gens dispersés ne sont pas ce dont il a besoin. Et la fausse piste? Verra. Elle sait être visible quand il le faut. Elle laissera une piste qui ressemble à un groupe se déplaçant vers le sud. Eira le regarda. Risque pour Vera. Oui, je le lui dirai. Elle décidera elle-même. Elle acceptera. Je sais, mais elle doit décider elle-même. C'est la règle. Vera accepta, comme Aira l'avait dit. Ils se séparèrent à l'aube en silence, sans adieu, parce que les adieux créent du bruit et le bruit crée des traces. Caer se souvint des visages, tous les 28, plus Lyra, plus Thaïs. Il s'en souvint comme il se souvenait de tout, entièrement, sans effort délibéré. Il marcha avec Lyra, Thaïs et Ira vers le nord. 3 jours de voyage. Le nouvel endroit n'était pas un camp, mais 2 maisons louées dans une petite ville près de la rivière Norne. Caer les loua par l'intermédiaire de quelqu'un qui ne savait pas pour qui il louait. L'argent venait de la vente d'informations que Lyra avait apportée de 4 ans dans la maison de Crow. Un secret commercial d'un marchand de la capitale suffisait pour 2 maisons et 3 mois de vie. Dans le nouvel endroit, Caer s'assit et commença à réfléchir à l'étape suivante. Le chasseur était proche, non physiquement, mais logiquement. Il pensait correctement. Cela signifiait que tôt ou tard, il arriverait à la bonne réponse si on lui donnait assez de temps. Donc il ne fallait pas lui donner de temps. C'était une nouvelle logique, non passive, non pas simplement quitter la piste. Active, faire en sorte que le chasseur reçoive une fausse réponse avant d'arriver à la bonne. Caer y pensa pendant 2 jours. Lyra était assise à côté de lui, travaillait avec des papiers. Elle avait déjà pris en charge la partie documentaire 1 semaine après son arrivée dans le groupe. C'était naturel et juste. Le 3e jour, il le formula. « Il faut donner une organisation aux chasseurs, dit-il à Lyra. Elle leva la tête. Une qui n'existe pas. Une qui existe mais qui n'est pas nous. Légende. D'anciens soldats, renvoyés après la dernière campagne. Ils font de petits travaux, parfois libèrent des esclaves contre paiement. Une histoire ordinaire. Il y a plusieurs groupes de ce genre dans les terres orientales. Le chasseur les trouvera grâce aux traces que nous laisserons intentionnellement. Les traces doivent être assez convaincantes. 3 détails. Premièrement, l'un de nos gens à Valène parle au bon informateur de soldats qui libèrent des esclaves contre de l'argent dans l'Est. Deuxièmement, Vera, sur sa fausse piste, laisse un objet caractéristique des militaires. Une boucle, un écusson, quelque chose de reconnaissable. Troisièmement, Dan sait quelque chose sur d'anciens soldats dans les terres frontalières. Ce sont de vraies personnes, elles font vraiment de petites affaires. Le chasseur les trouvera et cela prendra du temps. Lyra réfléchit. Cela entraînera des innocents là-dedans, pas dans une situation mortelle. Le chasseur les vérifiera, s'assurera qu'ils ne sont pas ceux qu'il cherche, les relâchera. Ils perdront du temps, pas la vie. Pause. Je n'aime pas cette décision, mais l'alternative est pire. Bien, dit Lyra après une pause. Mais souviens-toi de cette décision. Pas pour souffrir, pour trouver une meilleure option la prochaine fois. Caer la regarda. Tu parles comme une personne qui a beaucoup réfléchi à l'éthique dans de mauvaises circonstances.
4 ans dans la maison d'un homme qui vend des gens comme des marchandises et dort paisiblement la nuit sont une bonne école d'éthique, répondit Lyra d'un ton égal. Kahir hocha la tête, se souvint. L'information sur les soldats lui parvint par 3 sources presque simultanément. Cela en soi aurait dû alerter une personne expérimentée. 3 sources en même temps signifiaient soit une coïncidence, soit un appât. Rensolas y réfléchit et décida. « Je vais vérifier. Si c'est un appât, j'apprendrai quelque chose d'important sur l'adversaire. Si c'est une coïncidence, je trouverai les soldats. » Il chevaucha vers l'est. Les soldats furent trouvés après 5 jours, réels, simples, effrayés. Ils aidaient vraiment parfois des fugitifs contre de l'argent, mais ils n'avaient pas d'organisation. Ren passa 3 jours sur eux et les relâcha. Mais sur le chemin du retour, il s'arrêta et réfléchit longtemps. 3 sources en même temps, une coïncidence trop nette. Et la boucle que Vera avait laissée, il la trouva, l'étudia, et quelque chose à son sujet n'allait pas. Une éraflure trop fraîche, faite intentionnellement pour donner l'apparence de l'usure. Il avait été surpassé. Rensolas s'assit au bord de la route et sentit ce sentiment rare qu'un professionnel ressent quand il rencontre un égal. Quelque chose entre irritation et respect. Quelqu'un dans ce groupe pensait 2 coups à l'avance. Il enregistra dans sa mémoire « L'adversaire sait comment fonctionnent les chasseurs ». La fausse piste avait été faite correctement. 3 sources, un objet physique, de vraies personnes comme fondation. Cela signifie de l'expérience ou un esprit analytique exceptionnel. Plus probablement le second. L'expérience vient des rencontres avec des chasseurs, et les esclaves fugitifs n'ont pas assez de telles rencontres. Donc l'esprit. Un esprit analytique pur sans expérience qui compense le manque d'expérience par la logique. Rensolas commença à se déplacer d'une nouvelle manière. Il cessa de chercher une organisation, commença à chercher une personne. Le soir, quand Thé dormait, Lyra lisait à la lumière d'une bougie et Eira nettoyait un couteau à la table. Kahir était assis près de la fenêtre et regardait la rue. La lune couvrante dispersée, la piste temporairement perdue, le chasseur tombé sur une fausse fin. Lyra est ici. La direction de Seina existe. Le point non, travail en cours. 28 personnes vivantes, en bonne santé, faisant le travail. Tout cela était vrai. Et pourtant quelque chose l'inquiétait doucement, en arrière-plan, comme un son que l'on ne peut pas identifier. « Tu penses au chasseur » dit Lyra, sans lever les yeux des papiers. « Oui, à quoi exactement ?»« Il est intelligent. J'ai laissé 3 sources, spécialement, pour que cela ait l'air convaincant. Une personne intelligente peut voir l'appât dans 3 sources, précisément parce qu'il y en a 3. » Lyra leva la tête. « Tu penses qu'il a compris ?»« Je ne sais pas, mais si j'étais à sa place, je comprendrais. » Et ensuite, il arrête de chercher une organisation et commence à chercher une personne. Une personne précise, celle qui pense exactement comme cela. Silence dans la pièce. Eira arrêta de nettoyer le couteau. « Cela change la situation, dit-elle. »« Oui, répondit Kahir, mais pas urgemment. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de piste directe. Il lui faut du temps. » Pause. « Et j'ai quelque chose qu'il n'a pas. »« Quoi ?» demanda Lyra. Kahir la regarda, puis Eira. « Je sais qu'il cherche une personne. Il ne sait pas que je le sais. La lune dehors derrière la fenêtre était couvante, presque cachée par les nuages, presque invisible. Mais elle était là, comme toujours. » Kahir la regarda et pensa à l'étape suivante. Dernière partie, texte continu, fin ouverte, environ 2000 mots. Ney la trouva. Pas par les documents et pas par les registres commerciaux, par une guérisseuse dans une petite ville du Nord, qui soignait parfois des gens du domaine le plus proche du baron Daylor. La guérisseuse mentionna une jeune femme aux cheveux roux qui travaillait au domaine et venait parfois chercher des herbes, non pas pour elle-même, pour les autres. Ney écouta et sentit comment quelque chose de familier se rassemblait en une forme reconnaissable. Elle écrivit à Kahir un seul mot, « Trouver ». La lune couvrante se rassembla au complet pour la première fois, en 1 mois, dans 2 maisons louées près de la rivière Norne, silencieusement, sans lumière dehors. 29 personnes plus Lyra. Kahir les regarda et pensa à quel point ils étaient tous allés loin des endroits où ils avaient commencé. Non pas au sens de la distance, au sens de ce qu'ils étaient devenus. Il planifia l'opération pour Seina pendant 3 jours. Le domaine du baron Daylor était différent. Pas le marchand Crow avec sa faiblesse documentaire. Daylor était un noble militaire, de l'ancienne école, avec des gardes qu'il recrutait parmi d'anciens soldats et gardait dans la discipline. La pression directe ne fonctionnerait pas. Ney ne trouva aucune faiblesse financière,
Le baron n'était pas riche, mais prudent, sans dette. Lyra trouva l'entrée. Elle passa 3 jours à travailler avec les documents que Vera avait apportés de ses contacts dans la capitale. Registre de conflits fonciers, anciens et nouveaux. Le baron Daylor avait un vieux conflit territorial avec un noble voisin, mineur et insignifiant. Le conflit traînait depuis 8 ans, n'était pas résolu, coûtait aux 2 parties des nerfs et un peu d'argent en avocat. Aucun des deux ne voulait céder. « Nous résolvons le conflit », dit Lyra. Daylor obtient ce qu'il veut. En échange, Ceyna part, officiellement, avec un document de libération. « Comment résolvons-nous un conflit territorial ?» demanda Lyra. « Le noble voisin est endetté envers un marchand de la capitale, » répondit Lyra. « Ce marchand doit une petite faveur à l'une des personnes de notre réseau. Une chaîne de 3 maillons. Le voisin reçoit une recommandation de céder, Daylor reçoit la terre. Nous recevons Ceyna. » Cahir regarda sa sœur. « Tu as construit cela en 3 jours. Pendant 4 ans, j'ai vu comment Crow construisait de telles chaînes. J'ai simplement retenu le principe. » Eira dit doucement. « C'est bien de t'avoir dans l'équipe. » Lyra ne répondit pas, hocha seulement brièvement la tête, avec l'expression que Cahir avait déjà appris à lire. Pas de la fierté, mais de la satisfaction du travail fait correctement. Ils se ressemblaient en cela. La chaîne fonctionna en 10 jours. Le baron Daylor reçut une lettre du voisin avec une proposition de clore le conflit. Il accepta immédiatement, 8 ans. C'est long. Quand 1 semaine plus tard, un intermédiaire vint le voir avec une demande de libérer l'une des travailleuses en échange d'une petite faveur supplémentaire, le baron était de bonne humeur et accepta sans question particulière. Ceyna quitta le domaine de Daylor avec un document dans les mains. Cahir l'attendait au bord de la route à un demi-mille des portes. Il ne savait pas à quoi s'attendre, non pas physiquement, mais intérieurement. Il n'avait pas vu Lyra pendant 4 ans et avait trouvé en elle presque une égale à lui-même. Ceyna était différente, plus jeune, une autre histoire, un autre domaine. Il avait 21 ans, elle avait 19 ans. Elle marchait le long de la route et le vit de loin. S'arrêta une seconde, puis marcha de nouveau, ni plus lentement ni plus vite, avec la même démarche. Quand elle s'approcha, Cahir vit, Vera avait eu raison quand elle disait que Ceyna serrait toujours les poings quand elle avait peur. Maintenant, ses mains étaient ouvertes. Elle le regarda longtemps, puis dit « Tu es venu ?»« Oui. »« Lyra ?»« Elle attend. À 2 heures d'ici. » Quelque chose dans le visage de Ceyna changea à peine perceptiblement, comme la lumière change quand un nuage s'éloigne. Pas des larmes, pas un sourire. Simplement changé. « Alors allons-y, dit-elle. » Ils marchèrent côte à côte et restèrent silencieux. Cahir ne se hâta pas de parler. Elle le dirait elle-même quand elle serait prête. 1 demi-heure plus tard, elle dit « Je savais que tu viendrais. Je ne savais pas quand. Je le savais simplement. »« D'où ? Parce que tu es comme ça. » Pause. « Tu as toujours regardé tout comme une tâche qui pouvait être résolue. Même quand tu étais petit. Je pensais qu'il résoudrait celle-là aussi. » Cahir ne répondit pas. Il marchait et pensait au fait qu'elle avait attendu, que Lyra s'était souvenue, qu'il avait construit. 3 façons de ne pas se briser, et toutes les 3 différentes, et toutes les 3 avaient fonctionné. « Et maintenant ?» demanda Ceyna. « Maintenant tu décides toi-même, » répondit Cahir. « Tu peux rester avec nous. Tu peux partir, j'ai des documents et de l'argent pour le début. Aucune dette, aucune obligation. » Ceyna ne réfléchit pas longtemps. « Je reste. » Le chasseur trouva le nom 3 semaines après la fausse piste. Pas par une recherche, par la logique. Il retourna au commencement. Le domaine du comte Waldor, Grey, la famille de Cerne. Il ressortit tous les registres sur les fugitifs de ce district des 5 dernières années. Cahir de Grey, 13 ans, parti il y a 4 ans. Les 2 sœurs transférées dans différents domaines, le père resté. Ren releva les descriptions dans les registres des gardes, standard, petit, cheveux noirs. Puis il trouva un autre enregistrement de la ville de Bryn, un journal de marché de 3 ans auparavant. Un jeune homme, achetant des documents, correspondant à la description de Cahir de Grey, s'étant appelé par un autre nom. Donc il sait travailler avec les noms. Donc il a plusieurs identités. Donc il y a pensé à l'avance. Ren Solas se tenait avec ses papiers près de la table dans une petite chambre d'une autre ville et pensait qu'il savait maintenant ce qui suit. Nom, âge approximatif, apparence, façon de penser. Ce n'était pas suffisant pour trouver, mais suffisant pour chercher correctement. Il écrivit une lettre au comte Maroc. Il y a une piste, le travail continue, le résultat exige du temps.
Le comte Maroc répondit « Il y a du temps, il y a de l'argent, trouvez-le ». Rensolas plia la lettre et recommença à se déplacer. Il ne savait pas que le même jour, Cahir reçut l'information que le chasseur avait appris son nom. La source était le même petit marchand du réseau qui s'était accidentellement retrouvé au bon endroit, au bon moment. Les accidents arrivaient dans le travail de Cahir, il ne pouvait pas tout contrôler, mais il contrôlait la réaction aux accidents. Pour la première fois en 1 mois et demi, la lune couvrante était au complet. 31 personnes, Lyra, Seyna et une autre, que Ney avait amenée du nord, une jeune femme nommée Tess, qui savait monter à cheval mieux que la plupart des palefreniers nobles, avaient été ajoutées aux 28. Cahir les regarda le soir et pensa au nombre. 31, c'est une petite armée selon les standards d'un soulèvement. Mais la lune couvrante n'était pas une armée. C'était un outil d'un autre genre, précis, silencieux, avec une longue portée. En 2 ans d'existence, ils avaient libéré 47 personnes. Ils avaient des sources d'informations dans 3 villes, 2 domaines et un quartier de la capitale. Ils connaissaient la structure financière de 4 maisons nobles. Ils avaient des documents permettant à leurs gens de se déplacer à travers 5 comtés. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était plus que rien, et davantage avec chaque mois. Cahir se tint près du feu et dit ce à quoi il avait pensé ces derniers jours, brièvement, sans discours, parce que les discours sont pour ceux qui ont besoin d'être convaincus. Ces gens n'en avaient pas besoin. Le chasseur connaît mon nom. C'est mauvais, mais pas fatal. Un nom sans visage et sans lieu n'est qu'un mot. Nous changeons certains itinéraires et certains points de contact. Nous continuons le travail. Pause. Il y a encore une chose. Le duc Sorn à Valen nous observe. C'est une personne intelligente avec des intérêts qui coïncident partiellement avec les nôtres. Je pense à un contact. Pas maintenant, mais j'y pense. Hera le regarda. C'est dangereux. Oui, tout ce que nous faisons est dangereux. La seule question est le rapport entre le risque et le résultat. Et quel est le rapport avec le duc Sorn? Je ne le sais pas encore. C'est pourquoi j'y pense. Je ne le fais pas. Il regarda les autres. Des questions? Thé leva la main, une habitude qu'il avait apparemment prise quelque part. Et le prochain transport de grains du comte Maroc? Nous surveillons, répondit Cahir. Ney, rapport. Ney fit son rapport, puis verra sur la capitale, puis lira sur les schémas financiers de 3 comptes. Cela devint un rituel, un échange hebdomadaire d'informations. Chacun dit sa partie, Cahir écoute et relit les parties en une seule image. L'image était incomplète. Elle était toujours incomplète, c'était normal. On travaille avec ce qu'on a et on obtient ce qui manque. Seyna était assise à côté de Lyra et restait silencieuse. Elle restait beaucoup silencieuse les premiers jours, observait. Puis un soir, elle s'approcha elle-même de Cahir et dit « Je sais cuisiner de la nourriture à partir de rien, je sais coudre, je sais écouter les gens de façon à ce qu'ils ne remarquent pas qu'on les écoute. Où dois-je aller ?»« Chez Ney, dit Cahir. Elle t'apprendra le reste. » Seyna hocha la tête et alla vers Ney. La nuit, quand le camp dormait, Cahir était assis seul près du feu mourant. 31 personnes, 47 libérés, 5 comtés, un chasseur avec son nom, un duc qui observe, un roi malade dans la capitale. 7 comtes dans le conseil des seigneurs, dont 3 sont endettés et dont l'un a déjà perdu un transport de grains. Il pensa à la façon dont il avait commencé avec un couteau derrière la poutre et 3 filles dans un ravin. Pensa à Cerne, qui était resté à Grès et avait dit « Va vite et ne regarde pas en arrière ». Pensa à Horth, qui lui avait appris à lire et était mort d'un coup de pommeau d'épée parce qu'il ne s'était pas incliné assez vite. Pensa au chevalier de Reistalorn dans la nuit au-dessus de Grès, au son venant du village, au chant derrière la colline, au ciel au-dessus de sa tête. Ses pensées n'étaient pas de la douleur, elles étaient du carburant. La différence est importante. Hera s'approcha et s'assit à côté de lui. Elle sentait toujours quand il ne dormait pas, et venait parfois, parfois non. Aujourd'hui, elle vint. Ils restèrent assis en silence. C'était leur compétence particulière, être silencieux l'un à côté de l'autre sans gêne. « Tu penses à Talorn, dit-elle. »« Oui, il vit toujours dans le domaine de Waldor. »« Je sais, tu iras le chercher. »« Un jour, dit Cahir. »« Pas maintenant. Maintenant, ce n'est pas le moment. » Pause. Je me suis dit ces mots cette nuit-là dans le champ. Maintenant, ce n'est pas le moment. Je ne savais pas alors combien de temps je les répéterais. Longtemps, approuva Hera. Mais pas toujours. Elle le regarda. Non, pas toujours. Cahir leva le regard vers le ciel.
La lune était là, couvante, incomplète, à peine visible derrière les nuages. Toujours là. Revient toujours après la nuit la plus sombre, c'était ce que Ney avait dit au tout début, quand il choisissait un nom. Cahir l'avait alors pris pour de la poésie. Maintenant, il pensait que c'était simplement un fait, la lune revient. Pas parce qu'elle est belle, parce que c'est sa nature. Il se leva, regarda le camp sombre, 31 personnes, dormant sous le ciel ouvert ou sous des abris, vivantes, respirant, chacune avec sa propre histoire et sa propre compétence. « Demain » demanda Hera. « Demain, l'étape suivante » répondit Cahir. Comme toujours, il alla dormir. La lune brûlait au-dessus du camp, silencieusement, presque invisiblement, exactement comme elle le devait. La lune couvrante continue de brûler. Le chasseur continue de chercher. Le duc Sorn continue d'observer. Et quelque part dans le domaine du comte Waldor, Reistalorn boit du vin et ne sait pas que son nom a déjà été écrit, non dans un document, non sur du papier. Dans la mémoire d'une personne qui n'oublie jamais rien. Pas encore le moment, mais le moment viendra.